Salut tout le monde, bienvenue à cette troisième vidéo sur le jeu Enemy Action Ardennes, publié par Compass Games en 2015. Dans cette vidéo, nous allons passer à travers la séquence de combat du début à la fin, mais on va se garder là, vraiment pour dessert l'épluchage de toutes les différentes combat cheats et ce que ça signifie. Donc ça va être couvert dans le prochain vidéo de la playlist. Dans celui-là, on va quand même passer la séquence de combat là, d'un bout à l'autre. Donc, je l'ai dit dans une vidéo précédente, quand vous avez des unités d'activer, vous allez d'abord toutes les déplacer. Une fois que tous vos déplacements sont terminés, vous pouvez déclarer le nombre de combats que vous voulez, un par un. Vous n'êtes pas obligé de tout déclarer vos combats d'un coup. Vous pouvez faire un combat, attendre de voir c'est quoi le résultat, en déclarer un autre. Donc, vous faites ça vraiment un par un. Toutes les unités qui sont activées peuvent potentiellement se battre si elles sont adjacentes avec une unité ennemie. Évidemment, chaque unité peut attaquer seulement une fois et chaque hex peut être attaqué seulement une fois par card play ou par impulse, comme on appelle dans ce jeu-là. Donc, une fois que l'attaquant a déclaré là, qui attaque quoi, là, donc par exemple, l'attaquant pourrait dire j'attaque avec toutes ces unités-là, toutes ces unités-là, toutes ces unités-là contre ce hex-là ici. L'attaquant peut jouer des tactiques de sa main. Les tactiques, là, on va le voir quand on va éplucher les cartes, là, mais chaque carte peut être jouée soit pour activer des unités, pour faire un événement ou comme tactique de combat. Donc, l'attaquant pourrait jouer autant de tactiques de sa main qu'il veut. Ces cartes-là, évidemment, sont discartées, ne seront pas disponibles pour autre chose. Dilemme classique des card-driven games. Mais l'attaquant peut jouer autant de tactiques qu'il a et qu'il veut en jouer. Il les joue face-up, public. Le défenseur peut en prendre connaissance et après, c'est au tour du défenseur de parler. Donc là, c'est au tour du défenseur de dire, OK, voyant ça, est-ce que lui-même décide de jouer des tactiques de sa main? Même principe, si oui, il les joue, il les discarte, il peut en jouer autant qu'il veut et autant qu'il en a. La seule exception à ça, le défenseur ne peut pas jouer de tactique si toutes les unités en combat sont soit dispersées, out of unsupplied, en fait, n'importe quel statut de unsupplied dans ce jeu-là, il y a le low supply, le out of supply et le isolé. Donc, dès qu'une unit est unsupplied dans un de ces trois statuts-là, il n'y a pas de tactique qui peuvent être jouées pour cette unité-là ou si elle est dispersée. Alors, il faut que toutes les unités qui se défendent soient dans un de ces quatre statuts-là, dispersées, low supply, out of supply, isolé. Dès qu'il y a une unité qui n'est pas dans ce statut-là, le défenseur peut jouer des tactiques. Mais s'il y en a juste une, puis elle est dans ces quatre statuts-là, ou s'il y en a plusieurs, puis qu'elles sont dans ces quatre statuts-là, tough luck, comme on dit en bon québécois, le défenseur ne pourra pas jouer de tactique. Ensuite, il faut déterminer quel est le nombre minimum de cheats qui vont devoir être pigés de la fameuse COP et quel est le nombre maximum de cheats qui vont pouvoir être pigés de la fameuse COP. Le nombre minimum, c'est très simple, c'est le nombre de steps qu'il y a dans le hex qui est en train d'être attaqué. Alors, dans l'exemple que j'ai ici, il y a une seule unité qui se fait attaquer. Cette unité-là a 2 steps. Le nombre minimum de cheats qui vont devoir être tirés de la COP, c'est 2. Alors, vous aurez deviné là, que c'est entre 1 et 6. Ce chiffre-là, là, vous pouvez avoir une unité avec un seul step et vous pouvez avoir un maximum de 6 steps dans un hex. Donc, le nombre minimum de cheats va être entre 1 et 6. Le nombre maximum, c'est un peu plus d'ouvrage à calculer, mais ça devient seconde nature à un moment donné. Alors, tout d'abord, là, on est juste en train de calculer ça va être quoi le nombre maximum potentiel de cheats qui vont pouvoir être tirés. Chaque unité qui attaque contribue 1 à ce chiffre-là, sauf les unités bracketed. Alors ici, on voit j'ai 3 unités qui attaquent. Là-dessus, il y en a une qui est bracketed. Celle-là ne compte pas, ne fournit pas de cheat par rapport au maximum. Ensuite, c'est une cheat de plus par tactique qui a été jouée par l'attaquant. Une cheat de plus s'il y a au moins une unité élite parmi les attaquants. Unité élite, on les reconnaît par les points qui dénombrent le nombre de steps de cette unité-là sont rouges. Donc Piper ici est une unité élite. Ce petit tank-là aussi qui est sur le dessus de la pile est une unité d'élite. Donc dès qu'il y a au moins une unité élite parmi les attaquants, c'est un cheat de plus sur le maximum. Tout ce qu'on appelle les large units, on définit une large unit comme étant une unit qui a 3 ou 4 steps. Chaque large unit contribue un cheat de plus.
Et finalement, c'est un peu plus rare, mais vous avez un cheat de plus si toutes les unités que vous attaquez sont out of supply, ou deux cheats de plus si toutes les unités que vous attaquez sont isolées. Alors, à un moment donné, là, quand vous vous acharnez sur des unités là, qui sont unsupplied, le nombre maximum de cheats là, augmente assez rapidement, augmente en conséquence pour vous aider à les achever. Alors, pour voir si vous avez bien compris, petite mathématique ici. J'ai deux unités ici qui contribuent chacun une cheat. J'ai trois unités ici qui contribuent chacun une cheat. Et j'ai une unité ici qui contribue une cheat. Donc 2 plus 3 plus 1, ça fait 6. J'ai au moins une unité d'élite, ça fait 7. Piper est une large unit, ça fait 8. Alors ici, c'est un combat qu'on appelle là, dans le slang ou le jargon d'Enemy Action Ardennes un min 2 max 8. Minimum 2, maximum 8 cheat. Pour voir si vous avez bien compris encore, ici, j'enlève le Improved Position là, pour qu'on le voit bien. Là. Minimum 2, j'attaque une seule unit qui a deux steps. Ici, j'ai une unité plus deux unités, ça me fait 3 cheats. Et là-dessus, j'ai deux large units. Alors voici une large unit et ici j'ai aussi une large unit qui contribue chacun une cheat de plus. Donc c'est un combat min 2, max 5. Et finalement ici, alors là c'est un min 4. N'oubliez pas, il y a 4 steps dans le hex que j'attaque. Alors ce serait minimum 4. Supposons que pour ce combat-là, j'ai joué une tactique. Alors j'ai une unité plus 3 unités, ça fait 4. Au moins une unité d'élite sur le tas, ça fait 5. J'ai joué une combat tactique, ça fait 6. Alors ça, ce serait un min 4, max 6. Ça fait quoi ce min max-là? Ben, quand on sait le nombre de cheats minimum et maximum qu'on a, on s'en va dans la COP. Et c'est là qu'on va tirer d'abord, l'attaquant va tirer le nombre minimum de cheats. Alors, l'attaquant commence par... Il n'a pas le choix de tirer le nombre minimum de cheats, ça le dit. Alors, il tire ce nombre de cheats-là et il regarde le résultat, il analyse le résultat. On va voir ça plus en détail dans le prochain vidéo. Et basé sur ce qu'il voit là, il va dire un chiffre, le nombre additionnel de cheats qu'il va vouloir piger, jusqu'à concurrence du maximum qui a été déterminé là, avec le calcul que j'ai parlé. Donc, dans le cas de ce combat-là ici, c'est un min 2, max 8. Je viens de voir les deux premières cheats. Je pourrais décider d'en piger 0 de plus, ou je pourrais décider d'en piger 6 de plus, 3 de plus, 4 de plus. Donc, je cale, entre guillemets, le chiffre qui ne doit pas m'amener là au-delà du nombre maximum de cheats qui a été déterminé. Et ensuite, je vais continuer de piger dans la COP. Fait que là, par exemple, si j'avais dit, moi, je regarde ça, ok, je vais en prendre 4 de plus, c'est correct. 4 plus 2, ça donne 6. Je suis en dessous de mon maximum. Une fois que j'ai calé le chiffre, par exemple, je ne peux plus arrêter. Alors, je vais piger, dans ce cas-là, 4 cheats de plus. Et là, je vais totaliser les hits qui sont assignés à l'attaquant et au défenseur. Donc ça, on va voir ça, je le rappelle, plus en détail dans le prochain vidéo. Faites-vous-en pas. Les cartes de tactique, on va les voir dans le vidéo où on va faire la revue des cartes. Là. On va voir les tactiques en détail. Il y en a des très intéressantes. C'est excellent comme jeu, inutile de le rappeler. À chaque fois que vous finissez de tirer des cheats, que vous ayez tiré le minimum, le maximum, peu importe, vous allez vous retrouver avec un nombre de hits assigné au défenseur et un nombre de hits assigné à l'attaquant. Maintenant, ces hits-là, chaque joueur gère les hits qui sont assignés à ses propres unités. Donc, le défenseur gère les hits qui lui sont assignés, l'attaquant gère les hits qui lui sont assignés, l'attaquant gère ses hits en premier. Alors, l'attaquant, lui, comment il gère ses hits? Ben, tout d'abord, il y a il y a un petit spécial, je dirais. S'il attaque uniquement des unités isolées, il ignore tous les hits qui devraient être assignés à lui. Alors, une unité isolée, là, elle manque cruellement de sandwich et de couverture et de toutes sortes d'affaires. Là. Elle est vraiment out of supply depuis longtemps. C'est une proie facile. Alors, même si via les cheats, l'attaquant devrait subir des hits, oubliez ça, il ignore tout s'il attaque des unités isolées. Des unités qui sont out of supply, qui est la coche d'avant, des unités qui sont dispersées ou des unités qui sont out of fuel, qui peut être uniquement le cas des Allemands. Là, les Allemands, comme historiquement, vont finir par manquer de gaz. On va voir les détails plus tard, mais si vous attaquez uniquement des unités qui sont out of fuel, dispersées ou out of supply, vous pouvez ignorer un hit comme attaquant.
Autrement, vous êtes pogné pour gérer les hits qui restent. Alors, comment ça fonctionne? L'attaquant, son premier hit, il n'a pas le choix de prendre un step loss. Il n'a pas le choix de faire perdre un step à une des unités qui est en train d'attaquer. Ensuite, pour les deuxième et troisième hits, le cas échéant, l'attaquant a l'option de disperser toutes les unités qui ont attaqué pour ignorer le deuxième et le troisième hit. Alors, c'est quand même intéressant, ça vous permet d'ignorer deux hits, mais le coût est quand même assez élevé. Là. Vous devez vraiment disperser toutes les unités qui ont participé au combat. On va voir tantôt là, dans quelle situation ça pourrait faire du sens. Et si jamais là, il y a d'autres hits, vous en avez un quatrième, un cinquième, ben là, malheureusement, là, en plus de disperser tout le monde, vous n'avez pas le choix de prendre des step loss. À noter que c'est l'attaquant qui décide, il assigne les hits à ses propres units, il prend cette décision-là. S'il préfère, même s'il a reçu 3 hits, s'il préfère, comme on dit, là, les prendre comme un homme, il peut assigner là, des step loss à ses units et ne pas les disperser, c'est lui qui décide. Rappelez-vous toujours, j'aime m'en rappeler comme ça, là, faut bien distribuer l'amour. Alors, si vous avez reçu 3 hits comme attaquant et vous décidez de prendre ces hits-là, vous devez distribuer les hits équitablement à travers tous les X qui ont attaqué. Alors, dans ce cas-là, 3 hits, 3 X qui ont attaqué, chaque hit va devoir être assigné à chacun des Hex qui a attaqué. Et si j'avais reçu 4 hits, ben, il faudrait encore là, j'en assigne un pour chacun des Hex qui a attaqué, plus un autre de mon choix. Autrement dit, là, ce qui est dit dans le rulebook, c'est quand même bien dit. Là. Aucun Hex ne peut se faire assigner un deuxième hit tant que tous les Hex n'ont pas eu reçu un hit. Alors, dans ce cas-là, c'est tentant de s'acharner sur ces pauvres petites unités d'infanterie inutiles et de ne pas toucher à nos beaux Panzer allemands. Malheureusement, là, c'est un effort collectif. On attaque toute la gang ensemble. Alors, si vous avez reçu 3 hits, bien, vous allez assigner un hit à ce hex-là, un hit à ce hex-là et un hit à ce hex-là. Et c'est la même chose pour les units, c'est plus vrai peut-être pour le défenseur, là, mais ici, par exemple, si le défenseur a reçu 2 hits et qu'il y avait 2 units qui se défendaient et qui décident de les prendre comme des step loss, encore là, il pourrait être tenté de protéger sa belle unité d'élite infanterie qui se trouve ici, puis d'assigner les 2 step loss à cette unit-là. Mais il faut partager l'amour équitablement. Alors, dans le cas où il prendrait des step loss, il faudrait qu'il prenne un step loss de cette unit-là et un autre de cette unit-là. Encore là, aucune unit peut se faire assigner un deuxième hit tant que toutes les units ne se sont pas fait assigner un hit. OK, ça fait le tour pas mal de l'attaquant, comment l'attaquant assigne ses hits. C'est un peu différent pour le défenseur. D'abord, le défenseur, s'il a eu la chance de bâtir ce qu'on appelle un improved position. On va voir ça dans une autre vidéo, là, mais au début de la game, il y a certaines unités qui en ont. Puis il y a moyen d'en bâtir en cours de game. L'improved position, le défenseur s'est confortablement installé dans son hex, prêt à se défendre. Alors un marqueur d'improved position bouffe automatiquement le premier hit, absorbe le premier hit. Alors on ignore ce hit-là, puis on enlève le improved position. C'est un peu le même principe, mais c'est automatique. Si le défenseur se trouve dans une town ou une city, le défenseur ignore automatiquement le premier hit. Et c'est mutuellement exclusif ces affaires-là parce que c'est impossible d'avoir un marqueur d'improve position quand on est dans une town ou une city. Donc ça va être un ou l'autre ou pas pantoute. Là. Soit que vous allez avoir un improve position, vous ignorez le premier hit, puis l'improve position prend le bord. Soit que vous êtes dans une town ou une city, vous ignorez le premier hit. Ou soit que vous êtes comme cette pauvre unit-là dans la nature, sans aucune protection. Et là, à ce moment-là, encore là, tough luck, vous devez bouffer tous les hits. Là. Donc, ça veut dire quoi pour le défenseur de bouffer les hits? Comment est-ce qu'il peut faire ça? Bien, évidemment, lui aussi, un step loss absorbe un hit, mais le défenseur a une option que l'attaquant n'a pas, celle de retraiter, bien évidemment. Et quand le défenseur décide de retraiter, chaque hex qu'il retraite lui permet d'absorber un hit, jusqu'à une concurrence de 2. Alors évidemment, s'il a mangé 10 hits, il ne peut pas recruter de 10 hex puis se retrouver à l'autre bout de la map complètement. Là. Le nombre maximum de hex qu'une unit peut retraiter en temps normal, c'est 2. Alors, dans ce cas-là, si j'ai reçu 2 hits, ben, je pourrais retraiter de 2 hex et mon unité comme telle demeure intacte, pas de step loss. Par contre, j'ai retraité. Là, vous vous doutez que l'attaquant va pouvoir avancer dans mon sillage.
L'autre chose importante, c'est que si je décide de retraiter 2 hex, par exemple, les unités deviennent dispersées. Ce qui n'est pas le fun, là, on va voir tantôt les conséquences de ça, là, mais entre autres, on sait déjà que les unités dispersées n'exercent plus de ZOC. Alors, elles peuvent être contournées impunément par l'ennemi, peuvent être encerclées même potentiellement. Alors, c'est un pensez-y bien à l'occasion si on veut faire ça ou non. Fait que si vous retraitez seulement un hex, vous êtes correct. Dès que vous retraitez 2 hex, là, vous allez être dispersé. Toutes les unités, s'il y en a plusieurs dans le hex qui s'est fait attaquer, toutes les unités retraitent à la même place. C'est pas le temps de commencer à faire du déplacement, de penser à des stratégies puis tout ça. C'est une retraite chaotique, tout le monde s'en va à la même place. Là, vous ne pouvez pas les séparer. Encore là, c'est au choix du défenseur. Si le défenseur, au lieu de retraiter, préfère perdre des steps, c'est son affaire, c'est sa décision. Chaque joueur assigne les hits qui lui ont été donnés. OK. Ça, c'est bon. OK, maintenant, il y a des priorités de retraite. Vous l'aurez deviné, là, qu'on ne retraite pas n'importe où. Là. C'est quand même assez bien fait. Il y a 4 priorités de retraite qui font toutes du sens. Là. On va y aller avec la première. La première priorité de retraite, c'est évidemment dans un hex qui n'est pas dans une ZOC ennemie. Alors, dans ce cas-là, là, le recon ne peut pas, ne peut pas retraiter. C'est un fait. Il peut pas ici, s'il retraite ici, il est dans une ZOC. S'il décide de retraiter ici, il est dans une ZOC aussi, là, parce qu'il y a des units qui ne sont pas en bracket ici qui exercent une ZOC. Donc, dans le cas de cette recon-là, ici, là, il n'y a qu'un seul hex qui satisfait la première priorité, c'est-à-dire celui-là. Après ça, s'il décide de retraiter un deuxième hex, ben là, il y aurait le choix, il pourrait venir ici, il pourrait venir ici. En théorie, il pourrait venir ici, mais on va voir tantôt que c'est pas le cas. Là. Mais ça, c'est trois hex qui ne sont pas dans une ZOC qui rencontrent la première priorité. À noter que si vous retraitez 2 hex, vous devez finir à 2 hex du hex où vous étiez. Là. Il n'y a pas d'histoire de zigzag, là, puis de dire ah, ben, je retraite de 2 hex, je fais ça, puis je fais ça. Là. Il n'y a pas d'histoire de zigzag comme ça. À la fin, à votre deuxième hex de retraite, vous devez être à 2 hex, à une distance de 2 hex de l'endroit où vous étiez quand vous avez été attaqué. Deuxième priorité que je vais illustrer, on va épicer les choses un petit peu en mettant une unité ennemie de plus ici. Alors là, soudainement, j'ai les 2 hex possibles où je peux retraiter, là, j'ai pas le choix, là, les deux sont dans des zocs. Alors c'est là que la priorité numéro 2 arrive. Je dois choisir le hex où se trouve une friendly unit qui est in supply. Alors ici, j'ai une unit amie, elle est in supply, même si elle est située dans une ZOC, c'est ma deuxième priorité, je vais pouvoir retraiter ici. Et après, j'aurai l'option comme deuxième hex de venir ici ou de venir là. Que là, je retombe à la première priorité, c'est-à-dire 2 hex qui ne sont pas dans une ZOC ennemie. OK, maintenant, on va corser les choses un petit peu, puis on va enlever cette unité-là de là. Alors là, c'est la troisième priorité de retraite. C'est que là, bon, je n'ai pas le choix de retraiter dans une ZOC ennemie, mais là, il n'y a même pas d'unité amie. Alors là, j'aurais le choix entre les 2 hex, puis c'est correct, je retraite, sauf qu'à partir de la priorité 3 de la retraite, en faisant ma retraite, je perds un step. Parce que là, quand même, c'est une retraite assez chaotique, merci. Dans une ZOC ennemie, il n'y a même pas d'unité amie là, pour faciliter ma retraite. Là. Alors, en retraitant, je perds un step. Et ça, comme on dit, c'est over and above le nombre de hits que j'ai bouffé dans le combat. Là. Alors, si je suis ici et j'ai bouffé 2 hits, là, même si ma unit est fraîche avec ces 2 steps, là, le premier hit que je vais absorber en faisant une retraite, je vais quand même perdre un step loss, puis après ça, je vais m'en venir ici probablement, puis je vais disperser la unit. Alors, ça a fait mal quand même de passer par ce chemin-là. Là. Et finalement, il existe une quatrième priorité. Là, my God, attendez que... Ouais, comme ça fait la job. OK, c'est quoi la différence? Puis là, on devance des notions un petit peu. Là, il y a une vidéo où je vais parler du supply en gros, là. Mais normalement, la quatrième priorité, là, c'est que c'est même le hex dans lequel on retraite
est théoriquement pas in supply. Alors ce hex-là qui est ici, on va voir les règles de supply, là, mais il est comme entouré par l'ennemi. Il est entouré de Zoc. Alors ce hex-là, même si on voulait amener des sandwichs ici, là, même si l'allié voulait amener des sandwichs ici, c'est pas possible. Ce hex-là est entouré de Zoc. Alors ce hex-là lui-même n'est pas in supply. Alors c'est la quatrième priorité de retraite et vous aurez deviné que là aussi, si je suis pogné pour retraiter ici, là, je dois perdre un step. Et pis encore, si je devais faire un deuxième hex de retraite, là, ben là encore là, je vais être dans une ZOC et il n'y a pas d'unité amie pour m'accueillir. Alors en faisant mon deuxième hex de retraite, je perdrai un autre step, alors la unit est éliminée à ce moment-là. Alors comme dans beaucoup de jeux, là, quand on est entouré, ça pardonne pas tellement. Là. Faut faire attention, faut surveiller nos arrières, on se tient on se serre les coudes quand on fait notre défense là, pour éviter des situations un peu dramatiques comme ça. Là. Fait que je vous dirais priorité 1, on voit ça quand même souvent si vous vous organisez assez bien. Priorité 2, souvent on va y recourir, on va commencer à être entouré, mais on a des unités amies qui assurent nos arrières et qui nous permettent de retraiter plus facilement. Priorité 3, quand on est rendu là, c'est parce en tout cas, au moins dans cette zone-là, on commence à l'échapper un petit peu, puis l'ennemi commence à nous contourner. Priorité 4, c'est quand même assez rare qu'on va se rendre là. À noter qu'il y a aussi comme priorité 4 de retraiter dans un hex qui est dans une ZOC et qui contient uniquement des unités amies qui sont unsupplied. Alors, même petit exemple ici où normalement j'étais capable de me sauver puis j'étais protégé par mes amis. Là. Dans un cas comme ça, là, si je dois faire ça, là, mettons que bon, on va y aller intense un peu. Là. Admettons que je dois retraiter ici, là, on pourrait être porté à dire Phew, il y a une unité amie, je suis correct. Mais si ces unités amies-là sont unsupplied, bon, sont trop occupés à gratter les fonds de tiroir là, pour trouver de la bouffe, là, sont en situation de unsupply. Ils ne peuvent pas me protéger, je perds un step en retraitant ici. Je vais être correct, par exemple, dans ce cas-là, pour mon deuxième hex pour m'en venir ici. Alors, je me retrouverai ici si je retraite de 2 hex et je serai dispersé. OK. Bon, c'est redonner du sourire à l'allié puis tasser un peu de monde ici. Là. Bon, alors, à l'intérieur de la même priorité de retraite. Donc, il y a 4 priorités de retraite. Si j'ai le choix, si j'ai plus qu'un hex qui rencontre la même priorité de retraite. C'était le cas ici, rappelez-vous, je retraite un premier hex, j'arrive pour retraiter le deuxième hex. Bon, ben, celui-là, c'est correct, c'est pas dans une ZOC ennemie, celui-là aussi. Alors là, j'ai l'embarras du choix, j'ai 3 options. À travers mes options, je dois prendre en dernier recours une forêt qui n'a pas de route. Alors ici, je ne pourrais pas, comme j'ai fait allusion tantôt, je ne pourrais pas, comme deuxième hex de retraite, m'en venir ici, parce que c'est une forêt qui n'a pas de route. Je peux faire ça uniquement si c'est mon seul choix à l'intérieur d'une priorité de retraite. Dans ce cas-là, j'ai 2 autres choix, ici ou là, et c'est ce que je vais devoir choisir pour ma retraite. C'est exactement le même principe avec une rivière qui n'a pas de pont. Alors, ça doit être choisi comme en dernier recours. Si j'ai d'autres options, je dois absolument prendre les autres options. Fait que supposons ces unités-là ici qui se font attaquer. Donc, en théorie, ce hex-là n'est pas dans une ZOC ennemie. Ce hex-là n'est pas dans une ZOC ennemie. Alors, j'aurais 2 options. Par contre, il y en a une qui a un pont et il y en a une autre que c'est un unbridged river hexside. C'est un hexside de rivière qui a pas de pont. Alors, je ne peux pas décider d'aller ici. J'ai 2 choix. Alors, je dois prendre, si possible, un hex qui n'est pas là, la traversée d'une rivière qui n'a pas de pont. Ça rentre en jeu des fois, il ne faut pas oublier, c'est une retraite, c'est un peu le chaos, là, on est désorganisé. Là, fait que c'est pas le temps de commencer à rentrer dans une grosse forêt dense avec les recons, puis avec les soldats, puis c'est pas le temps de traverser de rivière non plus. Là, les soldats en cas de retraite là, vont prendre le chemin le plus facile, comme on dit, the path of least resistance.
Vous ne pouvez pas non plus, quand vous retraitez, euh, prendre ça ici, German markers, mettons que les Allemands ont capturé Saint-Vite, même si Saint-Vite est vide, vous ne pouvez pas retraiter dans un village ou une cité contrôlée par l'ennemi, même si elle est vide. Encore là, c'est une retraite. C'est pas le temps de ah tiens, je vais en profiter pour reprendre le contrôle de Saint-Vite. Là. Si vous ne pouvez pas rentrer dans un village ou une cité contrôlée par l'ennemi. Dans le cas de l'Allié, il ne peut pas rentrer non plus dans un West Wall Hex. Encore là, pour des raisons évidentes, c'est un bastion quand même pas mal allemand. Alors, j'ai parlé des impacts négatifs d'être dispersé. Là, parlons-en plus en détail. Fait que je rappelle que si le défenseur retraite de 2 hex, il va être dispersé. L'attaquant peut décider volontairement de se disperser pour ignorer les hits 2 et 3 qu'il a subis. En plus de ne pas avoir de ZOC, une unité qui est dispersée ne peut pas bouger, ne peut pas attaquer et ne peut pas bâtir d'improved position. Fait que quand même, en plus, si jamais cette unité-là dispersée se refait attaquer, elle ne peut retraiter que d'un seul hex. Alors vous ne pouvez pas à l'infini retraiter toujours de 2 hex et empiler les marqueurs de dispersion. Là. Si une unité dispersée se fait attaquer et veut retraiter, elle ne peut retraiter que d'un hex maximum pour absorber un hit. Comment on se débarrasse des dispersed markers? Le plus facile, c'est d'attendre à la fin du tour. Alors à la fin de la journée, vous enlevez automatiquement tous les marqueurs de dispersion qui se trouvent sur la map. Alors, c'est pour ça que je disais tantôt, si on est attaquant, puis qu'on est en fin de tour, puis qu'une attaque vire vraiment mal, ben, plutôt que de prendre 3 hits sur vos belles unités, là, surtout en cas d'Allemands, vos précieux Panzer, ben, vous pourriez prendre un seul hit puis disperser tout le monde. De toute façon, la journée achève, fait qu'il n'y aura probablement pas trop d'impact négatif. Sinon, l'autre façon, c'est pas simple. Par exemple, cette unité-là fait partie du XVIII Corps, aussi appelé les Verts pâles. Alors, comme allié, si je joue une carte pour activer, par exemple, toutes les unités du XVIII Corps, alors je vais activer les autres unités qui sont dans le corps vont pouvoir se déplacer comme d'habitude, vont peut-être même pouvoir attaquer. À la fin de l'activation complètement, je peux enlever les marqueurs de dispersion des unités qui auraient été activées par cette carte-là. Fait que c'est à la fin complètement. Il faut que l'unité ait été dispersée là, dans un card play précédent, dans un impulse précédent, là, dans l'exemple que je parlais tantôt là, avec le first SS. Là, si au cours de mon attaque, je décide de disperser tout le monde, mais quand j'arrive à la fin de la carte, évidemment, je n'enlève pas tout de suite les marqueurs de dispersion. Je vais devoir rejouer une carte qui active, par exemple, toutes les unités jaunes, le First SS Panzer Corps. Ces unités-là dispersées ne pourront pas bouger, ne pourront pas attaquer. Tout ce que ça va faire dans leur cas, c'est d'enlever les marqueurs de dispersion. Et c'est quand même un pensez-y bien. Là. Disons que la unit tombe pas mal idle pour une bonne partie du tour là, si vous êtes dans cette situation-là. Évidemment, comme dans beaucoup de jeux, là, étant donné qu'on bouge toutes nos unités, puis après ça, on déclare les combats, c'est possible, mais très rare. Supposons que, bon, j'avais déjà une unité. C'est tellement tough. C'est tellement tough à faire que j'ai de la misère à trouver un exemple. Tain. OK, fait que là, cette unit-là, on va tasser un peu madame ici. Voilà, donc cette unit-là se fait attaquer par eux autres et eux autres. Bon, elle, c'était là, ces deux options, elle n'a pas le choix de passer dans une ZOC, alors elle s'en vient ici, elle perd un step, et Piper n'avait pas encore attaqué. Alors Piper décide d'attaquer cette unité-là qui a déjà retraité dans le tour. Très mauvaise nouvelle pour le Recon qui est ici. Il ne contribue pas de force au combat, alors sa force est considérée comme étant zéro. Et si jamais il est pogné pour retraiter une fois de plus, là, il est éliminé. Alors, lors du même card play, lors du même impulse, là, une unité qui a déjà retraité, si elle se fait réattaquer, là, elle ne contribue pas de force du tout au combat. Et en cas d'obligation de retraiter, là, elle est éliminée. Ah, quand même, c'est quand même un dur 2 heures pour elle, là, mettons, là, si on considère qu'un card play c'est 2 heures dans la journée, là, elle s'est fait attaquer 2 fois, là, donne-nous une chance, pauvre petite.
Et la dernière chose qui reste à parler, c'est le fameux Advance After Combat. Alors, si le défenseur est éliminé ou si le défenseur a retraité, l'attaquant peut décider d'avancer, sauf s'il a décidé de disperser toutes ses units. Alors ça, c'est l'autre dilemme. Même si vous êtes en fin de journée et vous dites, ah, la fin de journée arrive, je vais disperser toutes mes unités. Si vous dispersez toutes vos unités, vous ne pouvez pas faire un Advance After Combat. Alors, c'est un pensez-y bien, là, le défenseur va vous avoir laissé là, une belle position juteuse que vous pouvez occuper et vous ne pourrez pas le faire parce que vous êtes trop chiche puis vous avez décidé de disperser toutes vos unités plutôt que de prendre des step loss. Mais bon, supposons que le défenseur a été éliminé ou que le défenseur a retraité. Bon, les infanteries peuvent uniquement avancer dans le hex qui était attaqué. Mais vous aurez deviné, comme dans beaucoup de jeux, les unités mécanisées doivent d'abord avancer dans le hex qui a été libéré et ont l'option après d'avancer dans un deuxième hex. Alors là, cette unité-là qui est venue ici en premier pourrait s'en venir là. Piper qui a avancé ici pourrait décider de s'en venir là. Dans le cas du Advance After Combat, là, les unités peuvent se séparer. C'est chacun pour soi. Là, les unités décident où elles s'en vont. Là. Donc, premier hex, le hex qui a été attaqué. Deuxième hex, n'importe quel hex. Au niveau de votre deuxième hex, vous avez quand même certaines limitations, là, si on veut. D'abord, euh, si le premier hex que vous avez traversé est un unbridged river, là, ça s'arrête là. OK, fait que par exemple, bon, je suis ici, j'ai attaqué eux autres ici, ils ont retraité. J'ai une unit qui avance ici, là, oubliez pas, oubliez ça, il n'y a pas un deuxième hex qui peut être avancé. Là. Si le premier hex que j'ai avancé, j'ai passé une rivière sans un pont, c'est terminé. Et en plus, on a les mêmes restrictions que lors du mouvement, c'est-à-dire que pas plus qu'une unité peut franchir le même hex side. Donc même si toutes ces unités-là ont contribué au combat, je ne peux pas faire traverser les trois une seule unité par hex side. Et l'autre grosse limitation, c'est que la seule fois dans ce jeu-là, je vous ai conté un petit mensonge gentil au début là, pour votre propre santé mentale. Je vous ai dit qu'on ne pouvait jamais, jamais, c'est vrai que dans les mouvements, on ne peut jamais faire du zoc à zoc. La seule fois dans ce jeu-là, vous allez pouvoir faire du zoc à zoc, c'est si vous faites un Advance After Combat avec des unités mécanisées et que vous suivez ce qu'on appelle le Path of Retreat, le chemin de retraite de l'unité. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Refaisons un petit exemple, tiens. Bon. Alors, j'attaque ici. L'unité a un seul choix de retraite dans la première priorité, qui est celui-là ici. Puis après ça, décide de retraiter un deuxième hex. J'ai de l'infanterie qui vient prendre possession du hex qui était là. Arrive un Panzer ici qui rentre là. Alors, étant donné le chemin de retraite, l'unité était ici, a retraité là et a retraité là. Tant que mon Panzer suit le chemin de retraite, il a le droit de bouger de zoc à zoc. Alors là, il a vraiment bougé de la ZOC de cette unité-là à une autre ZOC de cette unité-là. Et ça, c'est légal et c'est la seule fois que vous allez pouvoir le faire si vous suivez le chemin de retraite. Deux autres exemples. Pour être capable, le deuxième hex, pour être capable de pénétrer dans une forêt qui n'a pas de route, il faut que vous suiviez le Path of Retreat aussi. Et pour être capable pour votre deuxième hex de passer par-dessus une rivière sans un pont, vous devez encore là aussi suivre le Path of Retreat. Et c'est pour ça, même si ça peut sembler ne pas faire de sens, c'est pour ça que, croyez-le ou non, dans certains cas comme défenseur, ça va faire plus de sens de tuer votre unit que de la faire retraiter. C'est un peu bizarre, je dois le dire, là, mais évidemment, si vous éliminez complètement la unit, il n'y a pas de Path of Retreat. La unit n'a pas retraité. La unit est morte sur place. Alors, dans ce cas-là, si cette unit-là subit 2 hits, l'allié décide de l'éliminer, ben, mes unités peuvent avancer dans le truc. Mes Panzers peuvent avancer ici. Mon Panzer pourrait venir faire son deuxième hex d'advance ici. Il n'y a pas de problème. Mais un Panzer ne pourrait pas avancer ici et ensuite avancer ici. Parce que là, il bouge de zoc à zoc et il n'est pas en train de suivre le Path of Retreat.
Contrairement à tantôt, il suivait le path of retreat parce que la Recon avait retraité ici puis avait retraité ici. Là, il n'est pas capable de faire ça, alors Piper va devoir soit se contenter de rester dans le hex qui a été attaqué ou venir suivre les autres Panzers qui sont ici. Alors, pour faire du Zoc à Zoc, même en Advance After Combat, c'est tough. Vous devez absolument suivre le Path of Retreat. Même principe si vous voulez entrer dans une forêt sans une route pour votre deuxième Hex d'Advance. Même principe si vous voulez passer par-dessus une rivière pour votre deuxième Hex d'Advance. Vous devez encore là suivre le Path of Retreat. Alors voilà, c'était la séquence de combat, ma foi. Très enrichissant tout ça. Dans le prochain vidéo, on va éplucher les combat cheats. Je vais vous expliquer leur signification, là. Puis après ça, je pense qu'exceptionnellement, je vais faire une coupe d'exemples de combats avec des vrais combat cheats. Là, on va improviser ça ensemble, là, différentes attaques sur le board pour qu'on puisse voir de quoi ça a l'air, puis pour vraiment là, que vous puissiez là, assimiler là, les concepts là, justement de retreat, advance, after combat, puis tout ce qu'on a parlé. Mais pour l'instant, je pense que à chaque jour suffit sa peine. Alors, c'était le vidéo sur la séquence de combat d'Enemy Action Ardennes. Ne manquez pas, si le système de combat vous intrigue, c'est vraiment le prochain vidéo dans la playlist que vous devez écouter, celui où on va regarder vraiment toutes les combat cheats et comment ça raconte une histoire, ce système-là. Manquez pas ça, c'est vraiment succulent. À plus.